C'est tentant de capituler face à l'absurdité des news, de juste couper les écrans et de détourner le regard. On a parfois envie de laisser le jeu continuer sans nous, au moins pour préserver notre santé mentale. Sauf qu'on ne peut pas passer notre tour. Les fous qui ont pris la tête de l'asile comptent pourtant sur notre abandon, notre résignation et notre soumission. C'est en ce sens qu'ils nous manipulent, avec ce flux constant de nouvelles tonitruantes, à rendre nos émotions si désordonnées qu'elles en deviendront stériles. Résumé des dernières semaines, Trump enlève Maduro et veut s'emparer du pétrole du Venezuela, puis veut envahir le Groenland. Brigitte Macron gagne son procès contre ceux qui la cyberharcelaient. Il y a une révolution qui éclate en Iran. Nicolas Sarkozy a écrit un livre sur ses 2 semaines en prison. La milice ICE a assassiné une femme à bout portant dans le Minnesota en pleine rue. Le réchauffement climatique a atteint désormais un niveau critique. Le Cornu a fait son premier 49.3. 2026 a vu ses premiers féminicides. Tout ça est traité à égalité, dit sur le même ton. Tout ça alimente tous les bavardages. Cette confusion est un calcul. Elle empêche la mémoire, la culture, la réflexion, jusqu'à abandonner tout sens moral. Ça me fait penser à cette archive hallucinante comme un aveu d'ignominie. David Pujadas qui s'exclame « C'est génial !» ravi devant les premières images des avions qui s'écrasent sur le World Trade Center le 11 septembre 2001. On pense alors à un simple accident, incroyable. Plutôt que d'être les complices de cette frénésie, les journalistes devraient la combattre, l'éclairer, la contextualiser. Questionner nos récits au lieu de les répéter en chœur. Le journalisme, c'est le contraire de la communication ou de la publicité. C'est Robert Redford dans Les Hommes du Président ou Al Pacino dans Révélation. Certainement pas Pascal Praud ou Léa Salamé qui éructent ou qui ricanent. Ce sont les voix d'un contre-pouvoir, pas des laquais serviles. Je veux ici parler de documentaires qui disent le rôle des journalistes, ceux qui se confrontent à la réalité, ceux qui écoutent les gens et vont à leur rencontre, ceux qui remettent en question les représentations officielles et les opinions automatiques. Bienvenue dans Doc Doc Doc. Pour devenir un journaliste sérieux, la solution classique en France est de suivre un cursus dans une école de journalisme. Il faut acquérir les codes, les réflexes et se fondre dans le moule. Apprendre les ficelles, rédiger une accroche pour interpréter le monde, le rendre vivant dans les mots. Ça devrait être un art, se faire l'écho des événements, les donner à ressentir, c'est pas rien. Cette fonction serait aussi noble que celle des professeurs dont le métier est la transmission du savoir. Le problème est que ce n'est pas ainsi qu'on les forme. J'ai déniché ce doc en formation de Julien Meunier et Sébastien Magnier qui est disponible sur Cinémutin. Ce film donne le sentiment de s'asseoir sur les bancs en immersion avec les apprentis journalistes. Et tout du long, j'avoue que j'ai senti un malaise monter en moi, presque une colère. Car bien souvent, ce qu'on enseignait à ces futurs messagers allait exactement contre tout ce qui me paraît juste. Ils sont dépossédés de leur subjectivité, de leur sensibilité. Ils deviennent de simples porte-voix, sans âme et sans point de vue. Si l'intelligence artificielle peut produire des articles de journaux ou des reportages tout à fait convaincants, c'est qu'on lui prépare bien le terrain. Donc pour expliquer quelque chose à quelqu'un, comme ce que je suis en train de faire en ce moment, vous passez votre temps à utiliser quoi? À utiliser des figures de rhétorique. C'est-à-dire à utiliser, par exemple ce que je viens de faire, des répétitions, à utiliser, anaphore, des formules de style qui à un moment donné, ou une formulation particulière, ou un élément saillant qui vous paraît important, quelque chose qui va en tout cas, au début du papier, vous permettre d'attirer l'attention de votre auditeur à vous, d'accord? De lui dire, hep, tu interromps le trajet de la biscotte jusqu'à ta bouche, maintenant, on va parler sérieusement, toi et moi. Ça fait irrésistiblement penser à ce discours qui tenait à imposer aux téléspectateurs dans les années 90 ce temps de cerveau disponible qu'il fallait conquérir. La rhétorique est détournée pour devenir cette coquille vide, une pancarte sensationnelle et tapageuse qu'on brandit pour impressionner. Voilà le Saint Graal ultime. Au commencement, il y a cette volonté grossière de manipulation. Il ne s'agit pas d'éduquer, il s'agit de choquer, de décrocher la mâchoire. Le but n'est pas l'éveil, mais la sidération. L'important, c'est pas le sens, c'est le ton. La musique de la vérité et de la conviction plutôt que la profondeur et de la compréhension. Il faut donc que vous trouviez votre façon de forcer votre écriture à devenir une écriture orale. Comment le dirait Patrick Cohen? Il dirait la colère à Ankara.
Il va falloir qu'on prenne l'écrit, celui que vous utilisez dans vos études depuis maintenant 22 ans pour certains d'entre vous. On a commencé en CP, hein, ma fille était l'année dernière, je vois bien, on lui a appris tout comment écrire. Ça, vous le prenez, vous le jetez. Je veux plus en entendre parler. Stendhal, ses copains, tout ça, c'est fini. En fait, là maintenant, vous allez devoir apprendre à écrire comme vous me parlez. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ? Parce que si vous écrivez comme vous écrivez et que vous essayez de le parler, ça sera pas correct en termes de respiration, ça sera pas vous. Et surtout, tout le monde va s'endormir. Et là, vous allez travailler sur France Culture, c'est très bien, mais c'est une autre histoire. C'est vrai, avant d'écrire chaque phrase, je me demande, il dirait quoi Patrick Cohen ? Et c'est vrai que Stendhal et tous ses copains, ils pouvaient pas faire plus simple, mais madame... Simplifier le langage, c'est simplifier la pensée. Mal dire les choses, c'est ajouter au malheur du monde, disait Camus. Je suis effaré en voyant cette formatrice tacitement encourager ça. Opposer la richesse de l'écrit, sa complexité et ses nuances, à l'efficacité pure de l'oral. Et sa pique finale à France Culture fait le même effet que ces gens qui condamnent et méprisent les intellectuels. C'est absolument flippant. La pensée ne dépassera plus jamais le nombre maximum de caractères d'un tweet. Les gens seront exposés en permanence à cette manière de faire simpliste. Et ils voteront pour des visions du monde de plus en plus grossières. Il faut impérativement, mais impérativement, que tu me racontes le petit chaperon rouge. Il était une fois, il se promène dans les bois, le loup, la grand-mère et à la fin, le chasseur. Et là, tu l'as presque fait. Le problème, c'est que tu t'écoutes. Là, tu lis pas, mais tu t'écoutes. Et quand tu as un souci dans ta tête, je le vois le souci, il apparaît. Mais moi, marin-pêcheur chez moi à Carnac, je te regarde, c'était la parole divine, quoi. C'est toi qui sais, toi t'es à Paris, moi je suis dans mon coin. Limite, je bois un coup avec des potes au bar et il y a iTélé dans un coin du bar. On papote, faut que tu m'accroches parce que moi je vais parler des dernières nouvelles du village, quoi. Comment tu m'accroches ? Tu m'accroches en me disant je vais vous raconter une histoire. Encore ce mépris de classe intégré. Comment on accroche les cons ? Comment on les conforte dans leur certitude, les piliers de bar du fin fond de leur province ? On voit la bassesse, mais on voit surtout le complexe de supériorité, le point de vue rudimentaire, caricatural sur la société tout entière. Les apprentis journalistes seront la voix de ces maîtres. Ils s'imagineront être la parole venue d'en haut, incontestable, l'autorité absolue. Peu importe ce qu'ils raconteront comme histoire, du moment qu'ils paraissent sérieux et respectables. Il ne faut pas réfléchir du tout. Je ne veux pas dire qu'il faut être con dans ce métier, mais il y a un moment où là, au moment où tu balances ton papier, tu dois être complètement monomaniaque. C'est-à-dire que toi, tu n'existes plus. Tu ne vis que pour te raconter cette histoire-là, et à la fin, tu vas mourir. Tu es une éphémère, quoi. Tu es un papillon qui meurt juste après. Tu dois tout me balancer sur ce papier, et pas penser à quelle attitude j'ai, comment je le dis, oui mais j'ai hésité, machin. On s'en fout. Et les gens s'en foutent en plus. Ils écoutent ce que tu dis, pas la façon dont tu le dis. C'est la façon dont tu dis vient en deuxième, pas en premier. Or, le premier y est, donc donne-moi le deuxième, et laisse couler, c'est bon. Il est là, le fantasme de l'objectivité. Toi, tu comptes pas. Tu es éphémère. Même ce que tu penses, même ce que tu sens. Il faut coller à ce que veulent les gens, à ce qu'ils attendent. L'identité de celui qui écrit le message, son parcours, d'où il parle, d'où il vient, ça compte pas. En voyant ça, je bondis. Parce que je pense rigoureusement l'inverse. Les journalistes ne sont pas des ombres interchangeables. Les reporters non plus. Il en dirait quoi, Albert Londres ? Ou bien Zola quand il écrivait « J'accuse ». On voit ici la fabrique d'une opinion publique, d'une pensée dominante qu'on fait passer pour la vérité première. C'est le triomphe de l'impersonnel. L'arme fatale d'une bourgeoisie dont même la philosophie est grise ou beige, conformiste et sans personnalité. Les journalistes n'en seront que des marionnettes. La soumission et l'effacement de soi sont fondamentales, c'est pas anodin, c'est la fin du sens, de la langue et du style, au service du plus bas dénominateur commun. Les sauveteurs ont pu recueillir la majorité des réfugiés, mais recherchent encore d'éventuels disparus. À Rhodes, plus au sud, un bateau convoyant une dizaine de migrants a chaviré. Une femme, un enfant et un bébé y ont perdu la vie. Pour le seul mois d'octobre... Un enfant, et tu vois, c'est une une femme, génération. Un enfant, et... Une femme, un enfant et un bébé y ont perdu la vie. Comme une espèce de petit crescendo comme ça. Ok, d'accord. Léger, faut pas trop surprendre. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais mais... Tu vois, ça emmène, c'est moins monocorde. Une femme, un enfant, un enfant et un bébé y ont perdu la vie. Ceux qu'on forme, ce sont des acteurs. C'est vrai que c'est dur de lire un texte, j'en sais quelque chose. Mais c'est pas ça qui me choque. Je sais qu'on doit répéter pour le posséder à peu près, pour pas bafouiller. Ce qu'il y a de choquant, c'est que ça soit si essentiel,
C'est une musique qu'on enseigne. Ce phrasé journalistique stéréotypé n'a plus rien d'humain. Pourtant, il arrive d'avoir la voix qui tremble. Il arrive de se laisser surprendre par l'émotion quand on l'a dit. Et c'est beau, c'est sincère, c'est humain. Mais prévoir ce crescendo pour ménager son effet, c'est l'inverse. C'est la quintessence du cynisme. Et moi, ça m'est arrivé de voir, après le journal, on a un débriefing. Donc ceux qui ont fait des sujets en général viennent au débriefing. Et j'ai déjà entendu, il y avait, je crois, quelqu'un qui avait sauté par la fenêtre, je ne sais plus si c'était un suicide ou on l'avait poussé. Et le rédacteur en chef a dit, à TF1, ils avaient l'image. En fait, d'ailleurs, ils n'avaient même pas l'image, mais ils avaient fait une sorte de caméra subjective, où la caméra va sur le balcon et puis après fait comme ça. C'est tout bête, mais on s'imaginait mieux la scène que si tu filmais le balcon en plan large. Et il est allé demander aux journalistes de France 2 de faire la même chose pour le soir. Ce procédé, c'est juste du sensationnalisme de bas étage. Là encore, tout est fait pour entretenir la sidération et vous faire passer l'envie de changer de chaîne. Alors on va imaginer le suicide, le mettre en scène en caméra subjective. Mais ce qu'il y a de plus choquant encore, c'est cette uniformisation de l'information. La manière dont les uns et les autres vont lui appliquer exactement le même traitement, pour provoquer la même réaction. On ajoute à la violence, à cette culture du réflexe, de la réaction reptilienne. La société du spectacle est avant tout dominée par une pulsion voyeuriste, malsaine. Les journalistes deviendront les auteurs sans imagination et sans audace de ce récit. Il faut du clic et il faut de l'audience. Un buzz, mon royaume pour un buzz. Quand j'ai fait le reportage lundi, j'étais dans un hôpital où il y avait des proches, où il y avait des proches de personnes hospitalisées. Et en fait, j'ai été confronté à un truc que j'avais pas du tout pensé ou imaginé, c'est que ces gens-là, quand je leur ai parlé, je les ai fait pleurer. Et voilà, je me suis jamais senti aussi naze, quoi. Enfin, j'avais l'impression de fouiller, de brasser, de gratter, de m'introduire dans leur vie et de les exploiter pour écrire mon petit papier. Et en fait, j'en voyais pas l'utilité. C'était au moment du Bataclan. Ce jeune homme a dû interviewer des proches, des gens qu'il connaissait, hospitalisés. Son rôle était de montrer leur détresse, de profiter de l'événement pour exposer leur chagrin. Et il s'est senti dégueulasse, inutile. D'un coup, en étant concerné, il s'est rendu compte qu'il était un charognard, qui ajoutait à la douleur alors qu'il était censé la dénoncer. Et le sens de ses gestes lui est revenu en boomerang. Il n'était plus la parole transcendante, celle qui disait comment voir le monde. Il en faisait partie, et sa position devenait immorale, intenable et dérisoire. On aimerait bien instaurer une relation de confiance avec les gens, essayer d'être beaucoup plus humain, leur montrer qu'on n'est pas que des journalistes, et qu'on est là aussi, qu'on partage leurs douleurs, qu'on ne cherche pas à les exploiter. Mais il y a aussi les contraintes de temps, les contraintes techniques, et on ne peut pas s'éterniser avec eux. À un moment donné, il faut rendre aussi le sujet à la rédaction. Et quand je vois notamment les journalistes télé, qui couvrent les événements avec un sang-froid incroyable, c'est pas cette image que j'ai envie de renvoyer aux autres en fait. Ils n'ont pas d'état d'âme, j'ai l'impression, et ça vraiment je suis mal à l'aise en vrai. Tout est là, ramener l'empathie à l'échelle de ce qu'on dit. Cette jeune femme commence par dire « on n'est pas que des journalistes ». Mais précisément un journaliste, c'est ce qu'elle décrit. C'est quelqu'un qui, à partir d'un état d'âme, d'une émotion, d'une conviction, va interroger le réel. Il est censé donner son sens au présent, par le prisme de son regard et donc de sa sensibilité même. S'il est témoin de l'insoutenable, on doit en sentir l'écho dans ses mots, dans sa voix, dans ses reportages ou ses enquêtes. Au bout du compte, ce qui sauvera peut-être le journalisme, c'est cette humanité-là. Ne pas participer au ronron du système, mais être un caillou dans ses rouages. À la fin, je regarde ces jeunes gens poser les bonnes questions, sortir de l'exercice imposé, de cette fabrique à la chaîne de discours interchangeables pour affirmer leurs ressentis et souligner les contradictions et les dilemmes que pose leur profession. Et je me dis que tout espoir n'est pas perdu. Ces journalistes qui remettent le système en cause, on retiendra leur nom. Ceux qui, aux États-Unis, ont dévoilé les horreurs du Vietnam, le scandale du Watergate, les manigances de la CIA, ils osent parler en ce moment des abus de Trump, de la réalité à Gaza. Parce qu'à présent, il y a Gaza. Ce territoire interdit aux journalistes, objet de toutes les propagandes, de toutes les hystéries. Depuis le génocide qui a suivi le massacre du 7 octobre, les journalistes furent parmi les premiers exclus de Gaza. Il fallait qu'il n'y ait pas d'image, surtout
Rien de cette réalité pour venir contredire la propagande et les effets de manche des experts de plateau. Mohamed El Saïf est reporter sur place pour Blast. Chacune de ses vidéos témoigne d'un présent par ailleurs invisible. Sa mission est également de laisser parler les faits, de recueillir des paroles, des moments aussi dans ce quotidien bouleversé par la guerre. Il est l'illustration de l'engagement et du risque inhérent au métier d'informer. C'est ainsi que je veux évoquer son dernier long format en date, pour Blast, Cessez-le-feu à Gaza, une cruelle illusion. Ces images sont éloquentes et dures, autant vous prévenir, mais elles sont nécessaires. Comme le raconte Mohamed El Saïf, cette nouvelle trêve est illusoire. Et les Gazaouis, craintifs, accueillent la nouvelle avec appréhension. والله انا بصراحه متشائم مش متوقع انه في هدنه بصراحه يعني زي ما صارت الهدنه الاولانيه قلت للناس مش هتصير هدنه مش هتتم فهمت كيف؟ لانه سمعنا قبل كثير في الكلام هذا سمعنا كثير في الكلام هذا انه في هدنه في هدنه في هدنه وعلى الفاضي يعني فيش حد شايف واقف معنا زي العالم فهمت كيف؟ كله كلام كيف الكل بتراهن علينا والكل بتفرج علينا زي تمثيليه او مسلسل. Mohamed dénonce cette insensibilisation universelle où tout devient lointain, virtuel, où la réalité a des allures de série Netflix haletante avec un coup de théâtre à chaque nouveau matin. Il raconte les conséquences des politiques spectaculaires, codifiées d'imprévus et de rebondissements. Pendant que les grands de ce monde jouent aux stratèges, des populations survivent et meurent sous les bombes, dans des camps de fortune. Quand on entend d'une oreille distraite un terme abstrait comme « cessez-le-feu », à la radio ou sur le bandeau d'une chaîne info, on est loin d'imaginer cette désolation. Selon Médecins sans frontières, entre le 10 et le 21 octobre 2025, 17 ONG internationales ont vu leur livraison d'aide d'urgence, notamment de l'eau, de la nourriture, des tentes et des fournitures médicales, refusées à l'entrée de Gaza. Mardi 12 novembre, soit un mois après le début du cessez-le-feu, Israël a rouvert le point de passage de Zikim. Avec celui de Kerem Shalom au sud, ce sont seulement 2 points de passage qui sont ouverts à Gaza pour l'acheminement de l'aide humanitaire, alors que la famine a été déclarée en août 2025. Ces camions, vides et dérisoires, n'indiquent en rien la famine en cours. Découvrir ces images, ces foules désespérées, ça remet les idées en place. Les mots retrouvent leur sens. J'arrive à mettre des silhouettes et des paysages sur cette info, un contexte dont je m'aperçois qu'il me manquait. Le reportage de Mohamed parvient à ramener un peu de discernement dans la cacophonie, la force des faits qu'il faut laisser parler sans se mettre en travers. يعني أجمل لحظة ممكن الإنسان يمر عليها، يعني هذا تاريخ ميلاد جديد إن شاء الله، ومانا بين أهلي وبينكم. سعيد جدا إن أنا معكم وبينكم اليوم. هذه فرحة لا يمكن إنها تنوصف. الله يبارك فيكم. أنا بفتخر بتاهل غزة كلها. C'est le retour des prisonniers libérés par Israël après le cessez-le-feu. Je ressens la joie et le désespoir mêlés. La cohue et la confusion aussi. Les cris de la foule retentissent. L'histoire en train de se faire n'est pas une fiction, une série, un récit qu'on déroule. L'histoire, bien souvent, est contenue dans l'explosion des cris. سلام صالح منين فقد محمد وجينا سمعنا انه في تبادل اسرى وجينا نتعرف عليه وجينا نتعرف على الجثث وشيء ما قدرناش نتعرف يعني مش موجود من هذا الجثث ما عرفناش يعني جد او مش عارفين بعرف انا لا اللي جيت من اول ما سمعت يعني الى 4 أيام تقريبا باش وشيء قدرناش نتعرف على Sans compter les restitutions non datées publiquement, ce sont au total plus de 300 corps de Palestiniens détenus par Israël avant, pendant et après le 7 octobre qui ont été restitués à Gaza depuis le début du cessez-le-feu. Les cadavres sont alignés. Des mères viennent pour voir si au milieu des corps il y a celui de leur fils. Tandis qu'on s'écharpe dans nos contrées sur de la sémantique pour savoir si on doit parler de génocide ou non, voici la réalité. L'abject poussé jusqu'à l'absurdité. Des gens cherchent à faire leur deuil et enterrer leurs morts dans un pays en ruine. Il suffit d'écouter, il suffit de voir pour mesurer l'horreur. C'est ainsi que tous les régimes abusifs craignent les images, parce qu'aucune rhétorique ne peut atténuer cette barbarie. وما فيش إمكانيات ولا أي حاجة لا بوابر ولا جرافات كلها وعدات للأسف
فاشله. شوف احنا في ايش نشتغل في ابسط الامكانيات. لجن العجين اللي هي تبعت المروحه بنصفي فيها، بندور من سنه ونص. للاسف ما لقيناش حي اثر الها غير لقينا الجزمه. هاي اللي لقيناه لحد اللحظه هذه من شهر ونص شهرين. Dans une maison bombardée, ils fouillent les gravats avec des moyens de fortune pour retrouver le corps d'une petite fille. La population livrée à elle-même tente comme elle peut, avec ce qui lui reste, de sortir de la guerre et de la désolation, de renouer avec un monde qui a continué de tourner dans l'indifférence de leur vie, dans leurs paroles qu'on ne recueille plus, dans l'impensé où ils sont relégués. Mohamed, en filmant, brise un très grand silence. Sous les gravats de Gaza, ce sont des milliers de missiles n'ayant pas explosé qui menacent désormais les civils qui tentent de se reconstruire. فلما صارت الهدنة ورجعت لقيت بيتي في الشكل هذا فبلني بعدي لقيت صاروخ عندي. Cette bombe qui n'a pas explosé au milieu de la maison éventrée a valeur de métaphore. Les ruines sont également dans le regard des hommes et dans leur voix tremblante, dans les destins brisés que leurs paroles traduisent. J'imagine ces gens quitter leur maison, leur quotidien du jour au lendemain. Je vois sur leur visage la folie de l'époque qui s'est abattue sur eux. Je me demande si ceux qui déclenchent les guerres pensent à ça, au traumatisme qu'ils infligent à des millions d'intimités. Cette identification basique, humaine, est la véritable ennemie de tous les gouvernants. Un seul regard croisé, un seul visage, une seule larme a le pouvoir de ridiculiser une armée. Traumatisés par 2 ans de massacre, les enfants de Gaza tentent de se reconstruire, notamment par des activités organisées dans les camps de réfugiés. Durant tout le mois de décembre, le réalisateur originaire de Gaza, Rachid Macharaoui, organise un festival de cinéma pour les enfants. عن نفسية الأطفال في الحرب اتدمرت كثير. مشاهد العنف اللي شافوها مأثر عليهم. اتعودوا على مشاهد الدمار، مشاهد الشهداء والجرحى، لون الدم. فإحنا اليوم من خلال المهرجان حاولنا نغير كل هاي المشاهد والنظرات للأطفال، نخليها نظرات الفرح ومشاهد الفرح والألوان الحلوة. Le pays tente de revenir à la vie. Pour raviver les joies, les émotions, l'émerveillement, l'art et le cinéma demeurent une solution. Grâce à eux, les enfants se relient, se rassemblent autour des sentiments que la guerre a enfouis sous la peur. C'est important. On les voit à nouveau faire partie de l'humanité, dans cette communauté d'esprit qui vibre à l'unisson. Ça peut transcender n'importe quelle frontière, n'importe quel drapeau. أصبت في 2007 إصابتي أدت إلى بتر وأطراف التنتين وأصابع إيدي اليسرى. في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بنطالب بالمؤسسات الدولية إنه يكون في دعم خاص للأشخاص ذوي الإعاقة بما إنهم مهمشين في فترة الحرب هاي. بنطالب بكراسي متحركة، بسكوترات، بشوارع يعني البنية التحتية صفر بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة. Et selon l'ONU, Gaza compte désormais le plus grand nombre d'enfants amputés par habitant au monde. Il y a ça aussi dans le sillage de chaque guerre. Ces citoyens qui vont devoir en entamer une autre, pour simplement être considérés parce qu'ils se retrouvent en fauteuil roulant. À ce moment, j'ai pensé au Vietnam, à cette autre guerre honteuse qui a produit ces corps. Sauf qu'au Vietnam, il y avait des images. J'entends dans la voix de cet homme des revendications qui ressemblent aux miennes. Je songe à ces vies qu'il y a derrière les chiffres. Ce triste record du plus grand nombre d'amputés au monde s'incarne. Voilà, c'est ça. Les images de Mohamed El Saïf incarnent le présent. Au-delà des pertes humaines, c'est aussi la mémoire et le patrimoine de Gaza qui ont été visés. En octobre, l'UNESCO a recensé 114 sites endommagés par la guerre, parmi lesquels le palais du Pacha. عندما نتحدث عن تراث الثقافي في قطاع غزة لا نتحدث عن مباني أو تجارة قديمة، بل نتحدث عن كل حجر وراءه قصة. وقصة هذا المكان قصر الباشا الذي يعود إلى العصر المملوكي فترة الظاهر بيبة. ما دمره الاحتلال في هذا المكان ليس مجرد هو تدمير لهذا المكان، بل هو تدمير للتراث الثقافي للأمة أجمع. Le génocide est symbolique également.
Il efface une culture. Il y a quelques mois, à l'Institut du monde arabe, j'ai vu une exposition consacrée à ce patrimoine détruit, volatilisé. C'était spectaculaire de voir les images de ces bâtiments anciens, ces monastères, ces musées, encore debout il y a quelques années et portant fièrement la mémoire d'un peuple, réduit à l'état de cendre. En effaçant les traces de ce passé, on lui dénie sa légitimité. يعني احنا هاي يعني زي ما شفتوا كيف النار على السفنج بنشتغل يعني مش على خشب كمان. إذا لقينا بالولاد بروحوا بلموا نايلون من الشارع وبنشتغل عليه. طبعا بقينا متريحين شغل الغسيل إنه نشتغل يعني على الكهرب، نعمل كل شيء على الكهرباء، لقيت على الإيدين. وقد ما نغسل يعني على الفاضي بنضفش، يعني بدك صابون وبدك أدوات تنظيف كمان. وين هذه حياتنا؟ وإحنا قاعدين في شارع، يعني أنت شايف حتى لافين حالنا بالشرايط. C'est ça qu'on ne voit jamais, ce que ça signifie de tout perdre. C'est pas une histoire qu'on peut raconter d'un ton pro et impersonnel à distance. Cette femme décrit un fait, ce qu'est son quotidien, comment les événements l'ont bouleversé, comment ce qui nous arrive de contempler d'un œil blasé et lointain, ce sont des existences, ce que ça dit de nous quand on ne réagit plus, quand on ne se révolte plus. Le journalisme devrait représenter cet éveil des consciences, ce qui questionne la réalité en montrant sa vraie nature. Ça devrait faire réagir, ça devrait faire réfléchir. Comme ces jeunes gens soudainement rattrapés par l'horreur du Bataclan. Ils ne peuvent plus s'abstraire du grand récit. Comme Mohamed El Saïf, dont les images suffisent à ridiculiser tous ceux qui parlent sans rien savoir des regards qu'on croise dans la bande de Gaza. Une information doit arriver chargée des existences qu'elle convoque. Elle ne tient pas dans un slogan, elle questionne le réel, elle assume d'avoir un point de vue. C'est ainsi que le journalisme est un combat, noble et nécessaire. En montrant le monde tel qu'il est, il porte en lui l'espoir de le changer. Alors si vous aussi vous gardez cet espoir et si vous l'estimez précieux, ce journalisme indépendant, abonnez-vous à Blast et à bientôt pour un nouveau Doc Doc Doc.